Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Alexandre Muller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un tennisman français. Vous allez débuter Roland-Garros, affronter des tennisman, mais également une maladie. Oui, une maladie inflammatoire de l'intestin, maladie de Crohn. Ça fait donc deux types d'adversaires et le double défi que vous nous racontez dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission en direct consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on répond aux questions que vous nous posez et celles que vous recevez, Rime. Bonjour. Aujourd'hui, vous répondez à la question de Marie à propos des lentilles. Exactement, elle s'inquiète notamment des lentilles qui viennent du Canada parce que figurez-vous que sur les étals, il y en a beaucoup qui viennent du Canada qui contiendraient peut-être des pesticides dont certains interdits en France. Gilbert Boujaoudé, bonjour. Bonjour. On va parler des idées reçues en matière de sexualité. On va prendre quelques mythes, on va démêler le vrai du faux. Opération journée ménage aujourd'hui dans les fausses idées. Journée ménage dans les fausses idées. Voilà. J'aime bien cette appellation. Clémentine Portier-Kaltenbach, bonjour. Bonjour Jimmy. Vous allez nous parler d'un pan méconnu de la vie du commandant Cousteau. Il a eu un grave accident de voiture qui lui a laissé un bras partiellement paralysé. Il aurait pu ne jamais devenir le grand explorateur qui nous a fait découvrir les fonds marins. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans la Somme à la découverte de l'association Aide Ensemble qui propose un accompagnement à domicile des familles ayant un enfant atteint d'un trouble du spectre autistique. L'objectif, briser l'isolement, parfois très difficile à vivre. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions à propos de la mauvaise haleine. Alors, avoir mauvaise haleine le matin, c'est plutôt normal et physiologique, mais en journée, cette mauvaise haleine provient dans l'immense majorité du temps d'un problème bucco-dentaire. On parlera donc des bains de bouche, des dentifrices et des solutions qui existent avec un chirurgien dentiste. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Tout de suite, le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. À quelques jours du tournoi de Roland-Garros, nous sommes très contents de recevoir un joueur de tennis particulièrement combatif. Il a 29 ans et au fil de sa carrière, il s'est déjà hissé au 38e rang mondial. Il a notamment battu Alexander Zverev, actuel 3e au classement. Un sportif de très haut niveau, donc, qui doit aussi composer chaque jour avec la maladie de Crohn, cette inflammation chronique du tube digestif. Il s'appelle Alexandre Muller et c'est ce double défi, ce récit d'un combattant qu'il raconte dans ce livre intitulé Outsider, tout juste publié aux éditions Alizio. Alexandre Muller, bonjour. Bonjour. Vous apprêtez à débuter justement Roland-Garros, l'un des tournois les plus prestigieux au monde. Et pourtant, à 14 ans, quand on vous diagnostique cette maladie de Crohn, eh bien, le médecin vous conseille d'abandonner le tennis à haut niveau. Oui, ça n'a pas été la meilleure des nouvelles à cette époque-là. Heureusement, j'ai été plutôt bien accompagné avec le staff médical de la Fédération française de tennis qui m'a rassuré, qui m'a vite dit qu'on pouvait faire de belles choses même atteindre la maladie de Crohn. Mais ouais, ça a été une terrible nouvelle à cette époque-là, mais je suis très content en tout cas d'avoir continué le tennis. Parce que lui, il vous a dit d'emblée qu'il va falloir choisir entre votre bonne santé et votre bonne prestation, performance physique. Exactement. Il m'a dit clairement, si tu continues le tennis à haut niveau, tu seras en mauvaise santé. Donc, soit arrêter, soit continuer, mais en mauvaise santé. Vous avez bien fait de continuer. Ouais. Et on va expliquer justement à nos téléspectateurs ce qu'est la maladie de Crohn pour mieux comprendre les symptômes et les enjeux que vous devez affronter. Alors la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire du tube digestif qui peut toucher l'ensemble du tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus. Et dans l'immense majorité du temps, elle va toucher plutôt cette partie du tube digestif, l'intestin et le côlon. Et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre par la suite les symptômes. Au niveau de l'intestin, vous avez ce qu'on appelle des villosités. Ces villosités, normalement, qui sont juste ici, protègent l'intestin des bactéries, des toxines, pour les empêcher de passer. Dans la maladie de Crohn, vous allez avoir de l'inflammation. Inflammation qui fait que les toxines peuvent passer, les mauvaises bactéries, dans le tube digestif, produire ce qu'on appelle des métabolites, c'est-à-dire des toxines supplémentaires, responsables de douleurs abdominales, de diarrhée et par la suite de perte de poids. Et vous, vous racontez le quotidien que vous vivez. Vous dites qu'en cas de crise, vous pouvez aller jusqu'à 40 fois par jour aux toilettes. Comment vous gérez ça dans la pratique sportive? C'est-à-dire, il y a le match, il y a l'avant-match, il y a l'après-match. Comment ça se passe pour vous? Moi, les moments les plus compliqués, c'est clairement l'avant-match et l'après-match. J'ai la chance, je pense, avec l'adrénaline pendant le match,
tout se bloque et donc je peux jouer à peu près à 100% avec l'énergie que j'ai, bien sûr, pendant le match. Mais c'est vrai que j'ai des gros problèmes pour m'hydrater avant le match, donc forcément après le match, la récup, c'est un petit peu plus compliqué. Et après, souvent, quand le tennis, on suit le soleil, donc je joue sous des grosses chaleurs aussi. On va y revenir. Et donc, voilà, en soirée, quand j'arrive pour enfin me poser après un long match, c'est là que de temps en temps, les pauses toilettes vont s'enchaîner, alors que c'est le moment où je peux enfin un peu me poser. Il peut faire très chaud, ça va certainement être le cas la semaine prochaine, mais vous avez déjà certainement fait des tournois, il y en a en Australie, enfin je sais pas où vous avez été, peut-être à Hong Kong où il a fait très chaud. Vous devez être attentif à votre hydratation, vous ? J'essaye le plus possible, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'hydrater, j'ai beaucoup de remontées, je fais beaucoup d'aéroflagie. J'essaie de trouver une solution, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Donc j'essaye de m'hydrater le plus possible, mais c'est vrai que c'est quelque chose peut-être le plus compliqué pour moi. Et ça, en termes de récupération, ça pose problème particulièrement ? Oui, ça joue. Pendant le match, ça va, mais après le match, c'est vrai que je récupère moins bien que les autres athlètes. On a davantage de risques d'être blessé en cas de mauvaise hydratation ou moindre hydratation ? Oui, oui. Après, j'ai la chance d'être aussi bien accompagné. Je fais le max avec mon kiné, mon préparateur physique pour bien récupérer, mais forcément, oui, quand on est déshydraté, c'est plus compliqué. Et en termes alimentaires, vous suivez un régime particulier ? Pas spécialement. Je mange très sainement parce que je reste un athlète de haut niveau, donc je mange sainement. Mais si à un moment donné j'ai envie de me faire plaisir et de manger un burger, je le fais. C'est un des aspects où j'ai beaucoup de mal à me faire violence, on va dire. J'aime bien manger, j'aime bien le sucre, j'aime bien le gras, donc je mange un peu ce que je veux. En cas de crise, le traitement repose sur parfois ce qu'on appelle de la cortisone. Le problème, c'est que quand vous êtes en compétition, la cortisone, vous ne pouvez pas en prendre. Donc, comment vous faites ? Je ne peux pas prendre de la cortisone quand je suis en période de compétition. Donc, parce que c'est considéré comme un dopant ? Comme dopant, exactement. Donc, par exemple, j'ai eu une crise en fin d'année dernière pendant Paris la Défense. Donc, j'allais à ce moment-là 40 fois aux toilettes. C'était très compliqué. Et j'ai dû attendre la fin du tournoi d'après à Athènes pour enfin prendre mon premier cachet. Et par contre, quand je prends ce cachet, vraiment, c'est radical. Et ça, mais dans cette situation-là, vous vous dites priorité à la performance sportive plutôt qu'à la poussée de la maladie ? Ouais, je suis un peu obligé. Je suis obligé de faire des sacrifices. Donc, c'était deux derniers tournois de l'année, pardon. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on donne tout ces deux dernières semaines et on se soigne après. Et vous ne le payez pas par la suite ? C'est-à-dire qu'est-ce que la récupération n'est pas encore plus difficile ? C'est-à-dire, certes, vous le dites, il y a l'adrénaline pendant le match, mais l'après, est-ce que vous mettez du temps avant de vous remettre ? Un petit peu plus de temps que les autres, forcément. Mais j'ai tellement appris à vivre et à faire du sport à haut niveau avec cette maladie que maintenant, pour moi, en fait, c'est devenu normal. À quelques jours de Roland-Garros, le stress doit monter, j'imagine. Un petit peu, oui. Est-ce que c'est un ennemi particulier dans votre cas, dans la gestion de cette maladie ? Le stress agit beaucoup, même énormément. Il y a 3 ans, quand je devais jouer pour la première fois de ma vie sur le Châtrier contre Yannick Sinner en Ice Session. C'est un des terrains de Roland-Garros. Oui, le court central. J'ai fait une crise, j'ai pas pu profiter de l'instant parce que je pouvais plus bouger sur le terrain tellement je pense que le stress en fait avait envahi mon ventre et mon corps. Donc le stress est mon pire ennemi, ouais. Et il y a des dispositions particulières qui sont prévues pendant le match pour des personnes malades comme c'est votre cas ? Non, même règle pour tout le monde. J'ai le droit à une pause toilette pendant un match entier. Et voilà, c'est la même règle pour tout le monde. Vous semblez particulièrement zen. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes de ce tempérament, mais vous êtes vraiment tranquille. Est-ce que vous préparez, est-ce que vous travaillez ça, ce côté justement psychologique ? Je suis quelqu'un de plutôt assez calme, mais après je pense qu'intérieurement ça bouillonne. Ouais, ça bouillonne quand même pas mal. Donc voilà, c'est peut-être aussi une image que j'essaye de donner et puis pour essayer de calmer un petit peu tout ça à l'intérieur. Pour déstabiliser l'adversaire peut-être aussi. Est-ce que vous avez un message à transmettre justement avec votre livre ? Oui, ce livre, c'était vraiment pour envoyer un message plein de positivité à toutes les personnes parce que je recevais beaucoup de messages sur les réseaux, que du positif, que du love, comme on dit, des personnes malades qui me remerciaient de parler de cette maladie au grand public. Donc voilà, c'est vraiment pour donner de la force à toutes ces personnes-là qui en ont besoin. Oui, parce que vous exposez, vous racontez justement votre intimité, les problématiques. C'est un sujet qui est parfois tabou, mais qui ne doit plus l'être
Donc Alexandre Muller, vraiment, on vous souhaite bon courage. Merci. On vous remercie d'avoir accepté de témoigner. Merci à vous, C'est c'est pas gentil. toujours facile. Et puis on rappelle le titre de votre livre, Mon combat invisible contre la maladie, Outsider. C'est publié aux éditions Alizio. On vous souhaite un très bon Roland-Garros. On Merci. vous regardera. Vous filez d'ailleurs là, je crois. Je file tout de suite à l'entraînement. Très bien, on vous laisse filer tranquillement. Merci beaucoup. L'actualité du jour, ce sont également les preuves qui s'accumulent concernant le risque lié aux additifs dans l'alimentation ultra transformée. 3 nouvelles études menées par des chercheurs de l'INSERM et de l'INRAE notamment établissent des liens entre la consommation de certains additifs alimentaires et plusieurs maladies. Les colorants, d'abord, sur l'emballage, vous les retrouvez sous l'appellation E100 et jusqu'à E199. Ils sont associés à une augmentation de 38% du risque de développer un diabète de type 2 chez les forts consommateurs. Ils sont aussi associés à un risque accru de cancer. Ça, c'est pour les colorants, mais on sait qu'il existe également un risque concernant les conservateurs qu'on retrouve dans des centaines de milliers d'aliments industriels. Alors, pour les repérer, c'est plutôt simple. Ça va du E200 au E399. Et ces conservateurs, ils sont associés à une augmentation du risque d'hypertension de l'ordre de 24%. Ils sont aussi liés à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Vous le disiez, ces travaux viennent s'ajouter à d'autres. Les scientifiques qui ont mené ces études soulignent la nécessité de réévaluer la sécurité de ces additifs dans le but, évidemment, de mieux protéger la population. Et dans l'intervalle, on vous conseille de les éviter. Donc, quand vous allez au supermarché, on a tendance à toujours acheter les mêmes produits, jeter un coup d'œil, même bref. Si vous voyez un E quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais à mon avis, il faut passer son chemin, ou en tout cas éviter d'en avoir trop, puisque malheureusement, c'est souvent la dose qui fait le poison. On passe à un tout autre sujet, puisque vivre dans un désert médical, c'est le quotidien de nombreux Français. Oui, alors on parle souvent du manque de médecins et des zones mal desservies, mais il y a aussi une autre cause plus inattendue à ces déserts médicaux, c'est l'insécurité des soignants. Et pour tenter d'y remédier, la région Île-de-France a mis en place un dispositif d'aide financière visant à sécuriser les lieux dédiés à la santé. C'est un reportage de Safar Baroud, Nicolas Margerand et Véronique Bourgin-Jacquin. On a plusieurs caméras, on a une ici, une à l'entrée, une ici et on a 2 autres ici. Donc une là et une en face, ce qui fait en tout 5 caméras. Installées il y a 6 mois dans cette maison de santé d'Athis-Mons dans l'Essonne, ces caméras filment et enregistrent en continu les 280 patients soignés ici chaque jour. Une décision longuement réfléchie par le personnel médical pour qui le quotidien est parfois difficile à gérer. On a eu quand même pas mal d'incidents. On avait des incidents réguliers, que ce soit de gens mécontents. Ça peut aller d'une insulte verbale à de l'agitation ou jusqu'à l'agression physique. Donc suite à plusieurs incivilités, on a pris la décision de mettre des caméras. Une nécessité dans cette maison de santé ouverte jusqu'à minuit, 5 soirs par semaine. Pour le docteur Kalomodja, qui effectue régulièrement des gardes, avoir un œil sur la salle d'attente pendant ses consultations était primordial. Ça permet de contrôler l'arrivée des patients, de pouvoir vérifier immédiatement quelle est l'identité du patient et d'être déjà beaucoup plus confortable, d'être en alerte si jamais un incident se produit dans la salle d'attente durant la consultation. On aime ce qu'on fait, mais quand on est en sécurité, c'est mieux. En plus des caméras, 2 portes sécurisées ont été installées. Coût total de l'opération, 45 000 €. Un tiers de cette somme a été prise en charge par la région Île-de-France. Sincèrement, ça nous a encouragés à le faire. On aurait dû sortir la totalité de la somme. C'était assez freinant et ça aurait demandé beaucoup plus de temps pour pouvoir les installer et mettre en place tout ça. Si auparavant, ces aides financières étaient attribuées au cas par cas, en janvier dernier, la région Île-de-France a voté un dispositif pour généraliser ces subventions. Ainsi, les professionnels de santé installés seuls pourront bénéficier d'une aide de 8 000 €. Les cabinets regroupant au moins 2 professionnels de santé, eux, pourront toucher jusqu'à 15 000 €. Un coup de pouce censé lutter contre la désertification médicale, particulièrement importante en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne ou encore dans le Val d'Oise. La question de l'attractivité sur le territoire, elle est multifactorielle. On sait que c'est l'environnement général qui conditionne le fait qu'un professionnel va s'installer ou choisir de rester dans un territoire. Donc la région s'efforce d'actionner tous les leviers, dont celui de la sécurisation des conditions d'exercice. En 2024, 20 000 signalements de violences contre les soignants ont été recensés dans toute la France. 4 000 concernaient la région Île-de-France.
La France a une nouvelle Miss et nous sommes très heureux de vous la présenter. Bah oui, c'est notre Miss Grand-mère 2026 et elle s'appelle Thérèse Cuvier. Elle a 94 ans et c'est elle qui est arrivée en tête de ce concours, la reine des 760 candidates résidentes d'EHPAD, avec tout l'attirail. Vous avez vu, il y a la couronne, il y a l'écharpe, il y a tout. Donc bravo à Thérèse qui a eu une belle carrière d'aide-soignante à l'hôpital du Mans. Son fils Roland, que vous voyez à côté d'elle, a eu un petit mot d'ailleurs pour ces invisibles, comme il dit, sur qui se braquent à ce moment les projecteurs. Donc bravo à Thérèse, on vous embrasse et plein de pensées évidemment à toutes les aides-soignantes. Ouais, il est trop sympa ce concours, il a pour objectif de revaloriser l'estime des personnes, l'estime de soi des personnes âgées en EHPAD. Et puis c'est aussi l'occasion de favoriser le lien entre les générations. Il y en avait 4, il y avait Thérèse, son fils, sa petite fille et jusqu'à son arrière-petit-fils qui a 8 ans. C'est pas beau ça? C'est trop beau. Bah merci Emma, j'aime bien finir le journal comme ça. Bah moi aussi, je sais, c'est cadeau. Non, c'est Vous êtes notre Miss, notre Mister Mac de la Santé 2026. Bah si, prenez, c'est cadeau. 2027 aussi ou ça s'arrête en 2026? Vous revenez, génial. Merci Emma, belle journée. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions à propos de la mauvaise haleine et nous serons avec le docteur Christophe Lecard. Il est chirurgien dentiste. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans la Somme à la rencontre d'une association qui accompagne les familles ayant un enfant avec des troubles du spectre autistique pour les aider à briser l'isolement. Clémentine Portier-Kaltenbach nous parlera d'un pan méconnu de la vie de l'un des Français les plus célèbres au monde, le commandant Cousteau, qui a eu un grave accident de voiture. Est-ce que les couples heureux ont forcément des rapports sexuels? Est-ce que les hommes ont forcément plus de désir que les femmes? Eh bien, nous reviendrons sur ces idées reçues avec Gilbert Boujaoudé, notre sexologue. Nous répondrons à la question de Marie, une téléspectatrice, qui aimerait savoir s'il est vrai que les lentilles qui proviennent du Canada sont contaminées par des pesticides. Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Rim, Gilbert, Clémentine, très content de vous retrouver. Clémentine, vous nous parlez de l'un des Français les plus célèbres, le commandant Cousteau et son célèbre bonnet rouge, grand explorateur des fonds marins. Bon, ça l'a pris tout jeune. Il est né en 1910, le commandant Cousteau. Déjà enfant, il est aux États-Unis où il a passé ses premières années. Et donc, il découvre le milieu humide, dirons-nous, par les lacs américains. Et une fois revenu en France, il repart en exploration, mais cette fois dans les calanques de Marseille. Son père lui a offert une petite caméra individuelle. Donc, adolescent, il filme tout ce qu'il explore. C'est un privilège, mais je le rappelle, son père était un avocat international qui travaillait pour un riche américain. Donc, il a pu avoir une de ces petites caméras individuelles. C'était très rare à l'époque. Et le jeune Cousteau est à la recherche d'aventure et il va donc s'engager très jeune. Ben oui, évidemment. Où ça? Dans la marine. Il va faire l'école navale, mais paradoxalement, pas pour devenir marin. En fait, ce qu'il fait rêver, c'est l'aviation, qui en est encore un peu à ses balbutiements. Donc, école navale, oui. Il fait quand même son premier tour du monde sur le bateau école le Jeanne d'Arc. Il a 20 ans, c'est pas donné à tout le monde. Il finit second de sa promotion, mais à 25 ans, il est pilote dans l'aéronaval. Malheureusement, ces 25 ans, c'est 1935, c'est aussi l'année où il a un grave accident de voiture. Il sombre dans le coma et lorsqu'il se réveille, on lui dit « Monsieur, désolé, vous avez les 2 bras cassés et il y a un bras sur lequel la fracture est très très mauvaise, il y a un risque d'infection, risque de gangrène, nous préconisons l'amputation. » Sauf que le commandant Cousteau dit non, pas d'amputation, il refuse. Écoutez, c'est quand même, l'avenir lui a donné raison, mais s'opposer à un médecin comme ça, il fallait le faire. C'était déjà la manifestation d'une volonté exceptionnelle. Donc il refuse et va s'en suivre pour lui une rééducation extrêmement intense, extrêmement fastidieuse. Il s'impose de nager frénétiquement tous les jours et l'un de ses amis, qui est officier de marine, Philippe Taillès, lui prête des lunettes de natation. Et il découvre, grâce à ces lunettes, l'extraordinaire richesse des fonds marins. Bon, puis à force de nager comme un frénétique, à la veille de la guerre, en 1939, il a quasiment récupéré son bras, pas tout à fait. Alors, on sait que la rééducation au travers de la nage, c'est une bonne chose. Alors, je ne sais pas comment il a réussi à s'en sortir. On est content pour lui, mais
pour lui, ses rêves d'aviation, là, pour le coup, Ah il faut oui, un peu les là, enterrer. c'était plié. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que finalement, il a décidé de se consacrer exclusivement à la découverte sous-marine, à la plongée sous-marine. Il a rencontré les deux hommes qui vont devenir ses deux compères, ses complices et ses meilleurs amis. Alors, il y a donc Philippe Taillez qui est là. Il y a l'autre, c'est Frédéric Dumas. Frédéric Dumas dit Didi, dit l'homme-poisson, qui est un plongeur absolument exceptionnel. Et il décide de s'intituler, ce trio, les Mousquemers. C'était quand même une sacrée belle trouvaille. Sauf que quand on parle de plongée sous-marine à l'époque, on en est qu'au tout début. Comment est-ce qu'ils ont fait justement pour rester sous l'eau le plus longtemps possible? Bah oui, parce que le problème, c'est, vous savez, c'est un peu le Tintin et le secret de la licorne. Hein. On plonge dans des équipements comme cela. C'est-à-dire que vous avez un tuyau relié à votre casque, on vous laisse avec des semelles plombées, vous descendez, mais vous êtes constamment relié à la surface par une ligne de vie, par une arrivée d'air, mais vous êtes limité dans vos mouvements naturellement. Donc, avoir la liberté de se mouvoir sous l'eau et d'y respirer librement, l'enjeu est là. Et là, ça va être aussi l'objet d'une rencontre extraordinaire entre Cousteau et Émile Gagnan, qui est un ingénieur militaire. Ils vont tous les deux mettre au point non seulement le scaphandre autonome, et en plus ce système de détendeur automatique qui permet d'envoyer de l'air, mais avec un système de clapet. L'air n'arrive pas en continu, il n'arrive que quand vous en avez besoin. C'est vrai que c'est plutôt révolutionnaire à l'époque. Hein. Ce détendeur fonctionne quasiment automatiquement, ce qui libère justement les deux plongeurs pour pouvoir explorer les sous-marins. Bon, on l'imagine, il y a eu des balbutiements. Là, on voit cette photo où ils font des expériences en piscine. Ils en ont fait aussi dans la Marne en 1943. En fait, le véritable premier essai digne de ce nom du détendeur automatique Cousteau-Gagnan, c'est le 4 juillet 1943 et ça se passe à Bandol. Et là, le commandant Cousteau peut rester sous l'eau pendant 26 minutes. C'est vraiment une révolution. Alors, je disais balbutiement, on va progressivement, il y aura 500 plongées en Méditerranée à chaque fois, on va de plus en plus profond. Il y a quand même, ils sont très téméraires parce qu'ils savent qu'il y a des dangers, mais ils ont mis leur vie en péril 1000 fois, ces hommes-là. Et le commandant Cousteau lui-même va mettre des années à savoir maîtriser parfaitement les paliers de décompression pour pouvoir aller profond, remonter sans courir de danger. Et on vous rappelle justement que ces paliers de décompression, c'est lorsqu'un plongeur plonge et remonte trop vite, le risque, c'est que les gaz ne soient pas dissous correctement, qu'une bulle d'azote passe dans la circulation, responsable d'accidents dramatiques, neurologiques et pulmonaires, et on peut en mourir de ces accidents. Bien sûr. Alors, l'équipement étant désormais à peu près au point, reste à trouver un riche mécène pour rendre possible l'expédition. La première expédition des Mousquemers, c'est 1951. Ils ont trouvé en effet un mécène anonyme qui va financer leur bateau, le Calypso. Calypso, c'est la déesse de la mer dans le panthéon antique grec. Donc, c'est parti. Et 1956, ils embarquent à bord Louis Malle, qui va filmer l'expédition, et ça va donner la Palme d'Or à Cannes de 56. C'est le silence de... C'est le monde du silence. Je confonds avec le silence de la mer, le livre de Vercors. Et puis, ce même documentaire aura un Oscar en 57. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment... Il y a eu des films sous-marins dans les années 17, 20, après la Première Guerre mondiale, mais celui qui a offert au monde le spectacle des merveilles sous-marines, c'est vraiment le commandant Cousteau. Eh bien, merci beaucoup Clémentine pour ce Passionnant. très joli rappel. Ah, oui. Et tout de suite, on retrouve Gilbert Boujaoudé qui nous parle des idées reçues en matière de sexualité. Mais avant ça, on a reçu la question d'Annick qui nous demande si on peut avoir mauvaise haleine même avec une bonne hygiène dentaire. Eh bien, Annick, nous répondrons à votre question ainsi que celle de Mélodie, Aline et John dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré à la mauvaise haleine. Gilbert, on va parler des idées reçues en matière de santé sexuelle, de relations, de couple, puisque sur les réseaux, on entend un peu tout et n'importe quoi. Hein. C'est vrai, la sexualité, c'est l'un des domaines où il y a le plus de croyances, d'idées reçues. Aujourd'hui, on va faire un peu le ménage. Opération vrai ou faux en grandeur nature. Là. Alors, première idée reçue, un couple heureux fait souvent l'amour. Vrai ou faux? C'est pas facile de répondre à ça. Hein. C'est plutôt faux et ça mérite explication. En fait, les études nous montrent qu'après, au-delà de 3-4 rapports sexuels par mois, augmenter encore plus la fréquence des rapports sexuels n'a plus d'impact significatif sur le bien-être dans le couple. Et d'ailleurs, ce qu'on oublie souvent, c'est que la qualité des rapports sexuels a une importance
tout aussi grande que la fréquence des rapports sexuels. C'est comme ça qu'on voit des couples qui disent avoir peu de rapports sexuels ou des rapports sexuels espacés et pourtant se disent sincèrement heureux ensemble, et d'autres qui ont des rapports très rapprochés et pourtant leur relation de couple affective ne va pas bien. Le plus important, c'est que finalement ça convienne aux deux et que s'il n'y a pas de rapport, que ça ne soit pas parce qu'il y a des mésententes ou des conflits. Deuxième idée reçue, les hommes ont naturellement plus de désirs sexuels que les femmes. Alors, est-ce vrai ou faux? Il y a une trentaine d'années, j'aurais dit vrai. Mais avec les études récentes et l'expérience auprès des patients, la réponse est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile. C'est vrai que quand on fait les études, on se rend compte que les hommes, de façon générale, pensent plus souvent au sexe que les femmes. Dans la journée, si on prend tous les hommes, si on prend toutes les femmes, côté tous les hommes, il y a eu plus d'idées d'ordre sexuel que côté femmes. Mais ça, c'est statistique globale. On peut avoir un couple où la femme a beaucoup plus d'envie d'idées sexuelles que l'homme. Et même deux hommes entre eux, il y en a un qui peut avoir beaucoup moins d'idées sexuelles qu'un autre. Donc finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus impacté par le côté éducatif, culturel, social. Et je dirais que les femmes expriment aussi peut-être moins leur désir et peut-être aussi de façon plus subtile. Troisième idée reçue qui circule notamment sur les réseaux en ce moment, plus on a eu de partenaires sexuels, moins on est capable d'aimer profondément. C'est une idée qui circule beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, en particulier les réseaux un peu moralisateurs, conservateurs, masculinistes, etc. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que si on a beaucoup de partenaires, beaucoup de rencontres, on va finir par épuiser notre ocytocine, l'hormone de l'attachement, et notre dopamine, neurotransmetteur. Or ça, c'est scientifiquement et strictement faux. Il n'y a aucune base scientifique qui permet de l'étayer. Notre attachement en tant qu'humain, d'un point de vue biologique et psychologique, c'est pas comme une batterie qui va se vider au fur et à mesure de l'utilisation. En revanche, quelqu'un qui a des difficultés affectives, des difficultés avec l'attachement, il pourrait multiplier les rencontres dans l'espoir parfois de s'attacher, dans l'espoir de tomber sur la passion. Donc finalement, dans ces cas-là, on va mélanger la cause et la conséquence. C'est parce qu'on avait des difficultés d'attachement qu'on a multiplié les rencontres et pas l'inverse. Eh bien, c'est parfaitement clair. On termine avec cette dernière idée reçue. Le vagin se détend après les rapports sexuels. Vrai ou faux? C'est une idée qui est très ancienne et qui revient très régulièrement, selon laquelle, à force d'avoir des rapports sexuels avec pénétration, le vagin finit par se détendre et devenir plus large. Pour le comprendre et comprendre que c'est faux, regardez sur ce schéma. Vous avez ici le canal du vagin. Normalement, il est plus rapproché là, il est fait ouvert pour qu'on puisse le voir. Le vagin en lui-même n'a pas de tonus particulier. Ce qui lui donne le tonus, ce sont les muscles qui l'entourent. Et vous voyez ici comment il est entouré par un muscle à ce niveau-là. C'est le muscle du périnée. D'ailleurs, il y a des études en IRM qui ont montré que c'est même le pénis qui s'adapte parfois à la forme du vagin et il peut se courber légèrement. Donc, ce n'est pas la pénétration répétée qui va déformer ou élargir le vagin. Mais si le périnée est abîmé, par exemple des accouchements par voie basse sans avoir fait de la rééducation, des accouchements traumatiques, changements hormonaux, du sport avec beaucoup de charges lourdes, ce muscle ici, il va perdre un peu de son tonus. S'il perd de son tonus, il va moins contracter autour du vagin, ce qui donne une impression que le vagin est moins tonique ou plus large. Mais ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de retravailler le muscle et dès qu'il retrouve sa tonicité, le vagin, lui, il allait très bien et il retrouve le même tonus. Bien, merci de cette mise au point. Finalement, on se rend compte que toutes ces idées reçues, elles finissent par mettre beaucoup de couples, à la fois sur les hommes et sur les femmes. C'est vrai. Et j'aimerais terminer en disant qu'il faut toujours se souvenir que la sexualité ne répond pas à des normes toutes faites, à des croyances qui traînent parfois depuis des siècles. Souvenez-vous toujours que la sexualité, c'est comme nous, êtres humains. Elle est faite pour être vécue, partagée si on a envie. Elle est aussi imparfaite que vivante et elle est aussi personnelle qu'émotionnelle. Très bonne conclusion. Merci beaucoup Gilbert. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, en direction la Somme. C'est un défi quotidien pour des milliers de familles. Mieux inclure les enfants atteints d'un trouble du neurodéveloppement. Dans la Somme, l'association Aide Ensemble propose un accompagnement à domicile pour briser l'isolement. Reportage Gabriel Bray, Benoît Lordelot, Stéphane Joviado. Tu viens, Dio? Tu viens, mon amour? Ça va aller, t'es avec maman? Olivia est l'heureuse maman d'Enzio, Livia et Shana. La famille profite régulièrement de son jardin pour partager des moments ensemble. Tu descends, mon amour? Oui?
Un moyen de se divertir, mais surtout d'occuper Enzio. Il est atteint d'une forme d'autisme sévère. Ah, Enzio, elle est partie dans la balancelle. Un trouble qui l'empêche de communiquer normalement. Oui, doucement. Il adore se balancer. Après, ses activités sont très restreintes dues à l'autisme. Donc, il n'y a pas énormément d'activités. Si Enzio va aller dehors, on va dehors, parce qu'il ne peut pas rester seul. Et Enzio, en fait, il n'a pas la conscience du danger. Donc, toujours beaucoup de vigilance et on fait beaucoup par rapport à Enzio. Aide-moi. À 7 ans, Enzio ne parle pas. Merci. Difficile pour sa maman de répondre à ses besoins. On va faire un petit peu la tablette, tu veux, oui? Pour les aider à communiquer, depuis quelques mois, ils ont un intermédiaire étonnant. Que veux-tu? Je veux boire. D'accord. Une tablette numérique. Enzio, en fait, a juste à cliquer sur les images et ça nous dit ce qu'il veut. Et depuis, il n'y a plus de frustration, comme vous voyez. Il réclame ce qu'il veut, donc Enzio a beaucoup moins de problèmes de comportement et moins de frustration. Alors là, il peut communiquer. Bientôt. Voilà. Cet outil devenu indispensable pour la famille a été apporté par Maxime de l'association Aide Ensemble. Une fois par semaine, il vient aider Enzio à développer sa communication. Allez, hop, on travaille. Chaque session d'exercice s'accompagne d'un système de récompense. On travaille avec un contrat de jetons, ce qui lui permet en fait, lui, de matérialiser son effort. À chaque fois qu'il réussit quelque chose, hop, on rajoute un jeton, 2 jetons, et du coup il comprend qu'en gros, dès qu'on arrive à la fin de la plaque, il obtient en gros ce qu'il a choisi. C'est parti. Et du coup là, on est sur les couleurs. Yes. Au programme aujourd'hui, l'apprentissage des couleurs. Ok. Enzio doit désigner la couleur de chaque figurine en se servant de la tablette. Trop bien. T'es un champion. En quelques semaines, sa maman a constaté de gros progrès. Un gâteau? Enzio arrive à travailler, chose qu'avant était un petit peu compliquée. Ça me rend heureuse et fière d'Enzio. Sauter. Eh ben viens, sauter, 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 sauter. Attention. Ouais, bien. Mais après chaque session de travail, il ne faut pas oublier de relâcher la pression. Plusieurs fois par semaine, l'association accueille aussi les familles dans ses locaux en proposant des activités pour les enfants et des temps d'échange pour les parents. Rien ne peut et ne doit se faire sans vous. L'idée, c'est que ça réponde à vos besoins, à votre projet, pour eux. Une bulle où les parents partagent les difficultés de leur quotidien. Si on écoute un instituteur, ça va être compliqué parce que oui, il a du mal à écrire avec ses mains, utiliser le crayon c'est compliqué. Des moments précieux qui leur permettent de se sentir moins seuls face au handicap de leurs enfants. En fait, l'association Aide Ensemble, elle a tout compris. C'est pas que parler de l'handicap et du négatif, c'est de l'ouverture de ce qui peut amener nos enfants pour le futur. Cet accompagnement, unique dans la Somme, permet aussi de retisser les liens. Car souvent, le handicap bouleverse l'équilibre des familles. L'association propose des ateliers fratrie. T'es une copine, toi? Je pense que c'est important pour les frères et sœurs de voir que leurs frères et sœurs qui ont des troubles sont capables aussi de faire des choses comme eux, avec eux, et que c'est pas juste un quotidien toujours pesant, c'est aussi des moments chouettes et de partage ensemble. Bravo, super, elle est trop belle. À côté de celle de ta sœur. Attends. J'aime beaucoup en vrai s'activer mon frère puisque je profite avec lui. Et puis ça l'apaise, on est ensemble. Il est heureux, il sourit. Un moment de pause, loin des préjugés de la société. Comme Enzio, 50 enfants sont accompagnés par l'association. Et on souhaite bon courage à toutes ces familles. Un appel à témoins. Si vous êtes atteint d'un diabète de type 2, eh bien on vous propose de participer à l'émission Prenez soin de vous sur France 5 et de bénéficier d'un suivi personnalisé par des professionnels de santé. Si ça vous intéresse, eh bien contactez-nous au numéro qui s'affiche, le 01 76 52 59 79. Tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Donc
c'est Marie qui nous dit « J'ai lu que certaines lentilles, notamment venues du Canada, ne seraient pas recommandées. Lesquelles choisir ?» Alors c'est vrai que nous, ici, on en parle souvent au magazine de la santé, puisque c'est bon pour la santé. Hein. Les lentilles, c'est plein de fer, de fibres, protéines végétales. C'est donc un aliment intéressant, mais on ignore souvent l'origine. Je ne sais pas si vous, quand vous faites les courses, est-ce que vous regardez d'où viennent ces lentilles? Absolument pas. Jamais de Je fais la pas vie. attention. Eh ben, moi non plus, mais si vous regardez par exemple sur ces 4 paquets, eh bien, il y en a 2 qui viennent du Canada. On le voit donc ici sur ces photos. C'est écrit plutôt en petit, hein, vous voyez, c'est écrit là. Oh là Donc on ne le là. voit pas forcément. Pareil ici, c'est écrit là. Donc on ne le voit pas Oh là du tout là. forcément. Par contre, l'origine France, elle, vous voyez, elle est bien indiquée en grand. Bon, alors ça, c'est plutôt une première information. La question qu'on se pose derrière, c'est est-ce que ces lentilles du Canada posent vraiment problème? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction du pays, on n'a pas les mêmes réglementations en termes de produits phytosanitaires, de pesticides dans la production. Et pour récolter les lentilles, avant, il faut les dessécher. Et au Canada, pour ça, il y a de nombreux agriculteurs qui utilisent des produits chimiques, soit des pesticides, soit des herbicides, qui sont même parfois interdits en France. Vous savez, on parle beaucoup du glyphosate. Bah, eux, ils peuvent l'utiliser, par exemple. Et ça, c'est soupçonné d'être cancérigène. Ou, par exemple, le diquat, qui, lui aussi, est interdit en France et qui aurait des effets sur notre système reproductif et hormonal. Alors qu'en France, eh bien, les lentilles, elles sont desséchées naturellement et donc on n'a pas tous ces produits. Et surtout, le problème, c'est que la plupart des consommateurs, même nous autour de la table, eh ben, voilà, on ignore que beaucoup des lentilles qu'on trouve en France viennent du Canada. Et en plus, ces lentilles canadiennes, elles sont souvent moins chères que celles produites en France, parce qu'avec cette agriculture assez intensive, eh ben, ça revient moins cher. Et puis, on a un peu tous tendance à parfois privilégier le moins cher, parce que les budgets sont serrés. Sauf qu'on ne va pas arrêter de consommer des lentilles. Non. L'idée, c'est de choisir les bonnes et vous allez nous aider. C'est ça, l'idée, c'est pas du tout d'arrêter de les consommer. Avec quelques secondes d'attention au magasin, on va pouvoir du coup faire les bons choix. Regardez bien sur la boîte l'origine, donc vous choisissez une origine France ou encore, vous avez, en plus en France, on est des super producteurs de lentilles, hein. Vous avez les lentilles du Puy, les lentilles du Berry, comme ça en plus on soutiendra les agriculteurs. Si votre budget le permet et il n'y a pas forcément d'énormes différences de coûts, tournez-vous vers le bio si possible, parce que même si c'est pas parfait, il y a quand même moins de pesticides. Et puis, variez les types de lentilles, il y a aussi les lentilles corail, les lentilles noires, beluga. Comme ça, déjà, ça fait des apports différents et on varie les modes de production. L'idée, c'est vraiment pas de vous faire paniquer, puisque vous le voyez, avec quelques secondes d'attention au magasin, on peut faire les bons choix. Bon, on évite les lentilles canadiennes, on va pas se fâcher avec nos En amis, résumé, mais bon, bah oui. faut quand même préférer les lentilles françaises. Merci beaucoup, Rime, de toutes ces explications. On passe à notre dossier du jour. C'est un sujet tabou et pourtant, il existe des solutions efficaces. On parle d'halitose, autrement dit, la mauvaise haleine, car derrière ce symptôme se cache le plus souvent un simple problème bucco-dentaire. Alors, comment faire le diagnostic et puis surtout, quels sont les traitements les plus efficaces? On répond à toutes vos questions avec un spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Christophe Lecard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien dentiste et vice-président de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Vous pouvez nous envoyer vos questions par SMS au 41 555. Je propose un tour de table. Qui pense avoir une très bonne haleine autour de la table? Une très bonne haleine? Faut pas dire une mauvaise en fait. Hein, oui, non, mais moi je pense que quand même vos proches vous le signalent, ce genre de choses, me semble-t-il. On vous dit rien non, jamais. Non, mais moi il me semble que si mon mari avait mauvaise haleine, ça fait longtemps que je l'aurais engueulé. J'aurais pris le taureau pour les cornes, si j'ose dire. Gilbert. Tant qu'elle s'éloigne pas, c'est que ça va. Ça va, Rime? Moi, je me brosse beaucoup les dents. Normalement, ça va, j'espère. Alors, ça répond peut-être à une première question. Est-ce que si on se brosse bien les dents, on a forcément une bonne haleine? Si on se brosse correctement les dents, on va améliorer obligatoirement son haleine parce que quand on va se brosser les dents, on va éliminer cette plaque bactérienne qui est composée de bactéries et parmi ces bactéries, certaines synthétisent des composés volatiles sulfurés qui sont responsables de la mauvaise haleine. Donc, si on a un brossage correct, eh bien, il n'y a pas de putréfaction non plus, des restes alimentaires qui peuvent rester coincés entre les dents. Et donc, l'hygiène bucco-dentaire, elle est indispensable. On a à peu près 20% de la population qui souffre d'halitose, qui souffre de mauvaise haleine. 20%, donc là nous sommes 5 personnes, il y en a peut-être un. Alors, c'est vrai que ça prête à sourire, mais c'est vraiment sérieux, puisqu'on le rappelle, la mauvaise haleine a pour origine, la plupart du temps, un problème de santé bucco-dentaire. Et on va parler notamment des problèmes de gencives et du tissu de soutien dont on parle, ça s'appelle la parodontite. Au niveau d'une dent, vous avez plein de structures. Vous avez évidemment la gencive, vous avez l'émail, la dentine qui est en jaune, la pulpe avec
avec les nerfs, responsables notamment des douleurs lorsqu'une carie est importante. Si jamais vous avez une maladie de la gencive, ça commence par une gingivite, et puis elle évolue avec le temps par ce qu'on appelle une parodontite, qui est contaminée par des bactéries. Ces bactéries créent de l'inflammation, de la douleur, mais elles vont également produire des composés sulfurés volatiles responsables de la mauvaise haleine et de la mauvaise odeur. Ça veut dire que nos gencives, il faut vraiment en prendre soin pour éviter notamment la mauvaise haleine? Il faut effectivement en prendre soin parce que cette mauvaise haleine, elle est liée aussi à la dégradation des protéines. Et quand on saigne, quand on a une maladie gingivale, il y a obligatoirement une inflammation et cette inflammation entraîne des saignements et la dégradation des protéines, des globules rouges par certaines bactéries qui sont présentes dans la bouche vont être responsables de la mauvaise haleine. Et dans les bactéries responsables de la mauvaise haleine, on a ces bactéries qui sont responsables aussi des maladies parodontales, des maladies gingivales. Donc on va traiter les deux en même temps finalement. On va traiter à la fois la maladie de la gencive et ça permettra de traiter la mauvaise haleine. Oui, parce que 90% des problèmes de mauvaise haleine ont une origine bucco-dentaire. Il y a bien sûr les maladies gingivales, mais il y a aussi les caries qui sont non soignées parce que ça fait des zones de rétention, de débris alimentaires et ces débris alimentaires vont provoquer des odeurs nauséabondes. Vincent nous demande si le tartre ou les problèmes de gencives peuvent expliquer une mauvaise haleine. Oui, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que cette inflammation gingivale va entraîner des poches parodontales, donc des espaces entre la gencive et la racine, dans lequel va s'accumuler des bactéries. Ces bactéries anaérobies vont donc produire des composés volatiles qui vont donner cette mauvaise haleine. Mélodie nous dit, son conjoint me dit que j'ai mauvaise haleine le matin uniquement. Elle nous demande si c'est normal, la mauvaise haleine du matin. La mauvaise haleine du matin, elle est tout à fait normale. C'est la mauvaise haleine physiologique parce que pendant la période nocturne, on peut respirer un peu plus par la bouche. On va fabriquer aussi beaucoup moins de salive, moins d'hydratation de la cavité buccale et ça va toujours favoriser la prolifération de ces bactéries responsables de la mauvaise haleine. Donc c'est très simple de lutter contre cette mauvaise haleine du matin. On s'hydrate, on prend son petit déjeuner et elle disparaît. Il y a quand même des aliments aussi, ail, oignons, tout ça. Est-ce que c'est considéré comme de la litose ou pas? John nous demande s'il y a des aliments qui peuvent favoriser justement la mauvaise haleine. Alors, ça fait partie de la litose physiologique, donc ces aliments odorifères. Mais alors, ça fonctionne d'une manière assez particulière. C'est que quand on va absorber de l'ail ou de l'oignon, eh bien, les composés soufrés qui se trouvent dans l'ail et l'oignon, au cours de la digestion, vont se retrouver dans la circulation sanguine générale. Elles vont arriver jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires et donc les composés soufrés vont être libérés dans les alvéoles et se retrouver dans l'air expiré. C'est ce qu'on appelle la voie hématogène, c'est assez incroyable. Donc ça arrive par la bouche, ça passe dans la circulation sanguine et ça ressort par les poumons. Marion nous demande si les boissons sucrées ou les sodas favorisent également la mauvaise haleine. Les boissons sucrées peuvent favoriser la mauvaise haleine, mais dans l'alimentation, ce qui favorise principalement la mauvaise haleine, ce sont les protéines, les régimes hyperprotéinés. Mais Mika nous dit, est-ce que les régimes hyperprotéinés favorisent la mauvaise haleine? Les régimes hyperprotéinés vont favoriser la mauvaise haleine avec toujours ces composés sulfurés et aussi quand on a une alimentation avec un peu trop de lipides, si on va manger un fast-food, eh bien, on va avoir des composés cétoniques et donc on va avoir une haleine qui est particulière aussi quand l'alimentation est un petit peu trop grasse. Et alors parfois, quand on fait du sport longtemps aussi, on peut avoir un peu cette sensation bouche pâteuse. Ça peut être un facteur de mauvaise haleine? Oui, c'est toujours dans la litose physiologique. Quand vous faites une activité sportive, il y a une déshydratation qui se fait des muqueuses buccales parce que vous allez respirer majoritairement par la bouche et ça va favoriser aussi cette mauvaise haleine. Vous avez parlé des problèmes de gencives. Comment on peut repérer qu'on a un problème de gencives autre que par la laine? Eh bien, la première des choses, c'est saigner des gencives. Ce n'est pas normal de saigner des gencives. Si on saigne, ça veut dire qu'il y a une inflammation, donc une maladie gingivale. Le premier stade, c'est la gingivite, qui est totalement réversible. Et si on ne soigne pas cette gingivite, elle va évoluer vers une autre maladie qu'on appelle la parodontite. Lila nous pose cette question. Comment aborder le sujet avec quelqu'un qui a mauvaise haleine sans le vexer? Eh bien justement, vous, quelle image vous avez de la mauvaise haleine? Une de nos équipes est allée à votre rencontre pour vous poser la question et a rencontré Pascal, une retraitée qui en souffre depuis plusieurs années. Reportage Clément Tournigan, Alexandre Delaval et Denis Moreau. Connaissez-vous l'halitose? Si ce mot ne vous dit rien, vous reconnaîtrez peut-être ses réactions lors d'une discussion. Une main subtilement déposée sous le nez, parfois même une prise de distance.
l'halitose, ou plus communément appelée la mauvaise haleine. Un problème commun qui toucherait environ un Français sur 3. On a envie de se reculer, de s'écarter, donc si on ne connaît pas la personne, on peut avoir un mauvais a priori. Quand c'est récurrent, oui, je pense que c'est une question d'hygiène. Ils se brossent tout simplement pas assez les dents. On n'ose pas dire à la personne, si c'est un proche, on essaye de le prévenir, mais c'est difficile de dire ça aux gens. Je pense que c'est un peu tabou, comme tous ces sujets-là, surtout quand c'est lié à la santé et que oui, c'est mal perçu. Un sujet longtemps tabou entre Pascal et sa cousine. On en a parlé un petit peu au téléphone et tu m'as dit oui, c'est vrai, des fois, je me suis aperçue que... Mais voilà, c'est pas un truc qui est facile à dire, puis qui est facile à recevoir aussi de la personne qui est atteinte de ce problème. Car depuis quelques années, la mauvaise haleine est devenue un poids dans la vie de Pascal. Elle y pense quotidiennement. C'est quand même quelque chose qui handicape dans votre rapport aux autres. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais gêner par cette mauvaise haleine ou non ? Et si je gêne, est-ce que les gens vont me le dire, vont oser me le dire ? En général, non. Faut trouver une solution, puis il faut se débarrasser de ça. Moi, je voudrais bien me débarrasser de ça. Pour ne pas aggraver la situation, Pascal s'est d'abord questionné sur son alimentation. Il est commun de dire il ne faut pas manger d'ail, il ne faut pas manger épicé, il ne faut pas manger d'oignons aussi, etc. C'est des choses que je mets très rarement dans mes plats. Je crois que ça ne vient pas de mon alimentation. Plus de 8 cas d'halitose sur 10 sont d'origine buccale. C'est donc auprès de son dentiste que Pascal a cherché des solutions. Il lui a conseillé quelques outils, pas toujours simples à utiliser. C'est du fil dentaire. Après avoir essayé ça, je trouvais que j'allais pas vraiment bien, surtout dans les dents du fond. J'ai essayé donc les petites brossettes. Je crois que j'ai les dents tellement serrées que ça me fait mal et ça me fait saigner. J'utilise un gratte-langue qui est censé enlever une pellicule qu'on a tous sur la langue. Et puis, comme j'ai les gencives qui saignent énormément, je pense que c'est dû au tartre, parce que je fais beaucoup de tartre. J'ai une brosse à dents qui sont vendues qu'en pharmacie et qui sont très, très fines et qui n'agressent pas ni les dents ni les gencives. Voilà, donc au niveau buccal, j'ai un attirail. Voilà, et quelquefois, ça ne suffit pas. Et sa dernière idée, trouvée sur Internet, des probiotiques dont elle a fait une cure pendant 3 mois. Je viens juste de l'arrêter. Donc peut-être que le mois prochain, je dirais « Oh, mais c'est merveilleux, je ne sens plus mauvais de la bouche. » J'y crois moyennement. Peu convaincu, Pascal a pris rendez-vous le mois prochain pour en discuter avec son dentiste. Merci Pascal d'avoir accepté de témoigner sur un sujet qui est parfois très tabou et difficile de parler. Donc merci à vous Pascal. On voit que Pascal a un peu tout essayé et notamment les probiotiques. On va répondre à cette question de Raymond dans un premier temps qui nous demande si on peut mesurer soi-même son haleine de façon fiable parce que parfois on ne sait pas si on est vraiment très objectif. Alors on a acheté ça s'appelle un halitomètre. Le principe est simple, on l'allume, je souffle dessus. Moment de vérité, on a un niveau, là j'ai le niveau 1 de la mauvaise haleine, donc a priori c'est au vert, je ne pue pas de la bouche, c'est plutôt rassurant. Le principe c'est quoi justement de cet halitomètre ? Le principe de l'halitomètre c'est de mesurer les composés soufrés qui sont dans l'air expiré et donc on a des différentes échelles qui vont permettre de dire si on a mauvaise haleine ou pas. Parce que le problème de l'halitose, c'est qu'on ne sent pas son odeur corporelle et donc on ne peut pas se rendre compte réellement si on a mauvaise haleine. Alors il y a des petits trucs, hein. C'est la technique dite de l'airbag. On place sa main devant son visage, on souffle et on va inspirer donc l'air qu'on vient d'expirer. On a connu ça tous pendant la période Covid, en portant les masques, on peut se rendre compte si on a mauvaise haleine. Et l'autre truc, c'est on dépose un peu de salive sur le creux de son poignet, on attend quelques instants et on va sentir donc le creux de son poignet et on va savoir si on a mauvaise haleine ou pas. C'est assez empirique, mais c'est ce qui est utilisé aussi dans les cabinets dentaires pour vérifier si quelqu'un souffre réellement d'halitose. Est-ce que, là, par exemple, j'ai un peu mal à la gorge, je prends des pastilles. Bon, est-ce que le fait d'avoir une inflammation dans la gorge peut influer sur la Oui, ça fait partie de ces 10% d'origine de l'halitose. Et donc, ces 10 autres pourcents sont des infections ORL. Si on a une sinusite et un jetage postérieur, un écoulement qui se fait donc en arrière-gorge, eh bien, ça va favoriser aussi la mauvaise haleine. Si on a
du caséum amygdalien, donc des cryptes au niveau des amygdales. C'est des zones de rétention de bactéries qui vont favoriser la mauvaise haleine. Janine nous demande si le reflux peut favoriser la mauvaise haleine. Le reflux peut favoriser, ça représente 1 ou 2% des cas uniquement. Donc c'est plutôt très rare. Que penser des dentifrices spéciales haleine? Sont-ils vraiment différents des autres? Oui, ils sont différents, ils sont réellement efficaces. La plupart, comme les bains de bouche pour la mauvaise haleine... On en a acheté justement pour voir, on ne savait pas si ça valait quelque chose. Voilà, ils contiennent du zinc et le zinc va venir se coupler au composé soufré et donc va... stopper la mauvaise odeur de ces composés soufrés. Ah oui? Ça va bloquer les composés soufrés. Mais ça ne traite pas la cause. Ça ne traite pas la cause, mais en tout cas, ça va vraiment faire disparaître la mauvaise odeur. Alors, il faut vraiment faire attention dans les bains de bouche que l'on utilise. Pas de bain de bouche contenant de l'alcool, parce que l'alcool va déshydrater les muqueuses et donc favoriser aussi la mauvaise haleine. Et vraiment prendre un bain de bouche spécifique parce qu'il va neutraliser et pas simplement camoufler la mauvaise haleine. Christophe Lecard, il nous reste très peu de temps d'émission. Je vous propose de répondre à un maximum de questions de la manière la plus concise possible. Maryse nous dit à partir de quand il faut consulter quand on a mauvaise haleine et qu'elle persiste? Eh bien, dès qu'elle persiste plus d'une semaine, il faut consulter. Les chewing-gums sans sucre sont-ils une bonne solution ou un cache-misère? C'est une solution parce que ça va augmenter la production de salive et donc réhydrater quand c'est un problème d'halitose physiologique. Le fil dentaire est-il indispensable contre la mauvaise haleine? Oui, parce qu'il va éliminer les débris alimentaires qui sont coincés dans les espaces interdentaires. Les probiotiques peuvent-ils apporter une solution? C'est Clarisse. On ne sait pas encore, il y a des études qui sont en cours. Cette question, c'est moi qui vous la pose. Ces pastilles, justement, contre la mauvaise haleine, est-ce qu'ils servent à quelque chose? Oui, parce qu'elles contiennent justement du zinc et des antiseptiques qui vont permettre de lutter contre les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Et ce petit genre de spray qu'on met là juste au-dessus de la... comme ça? Alors, attention, être sûr... Quelle idée. Ça pique. Être vraiment sûr qu'il s'agit bien d'un spray spécial mauvaise haleine et pas sain. C'est pour les toilettes. Et pas simplement quelque chose qui va camoufler la mauvaise odeur. Ça va détartrer. Ça va détartrer, effectivement. Les bains de bouche au quotidien, est-ce qu'ils peuvent déséquilibrer la flore buccale? Les bains de bouche au quotidien ne vont pas déséquilibrer la flore buccale. Attention, vraiment, ne pas utiliser, comme je l'ai dit, un bain de bouche qui contient de l'alcool parce que ça va favoriser la mauvaise haleine. Damien nous demande si l'alcool peut avoir un impact durable sur la mauvaise haleine. Oui, toujours par cette déshydratation. Et on sait si on a une soirée un petit peu arrosée, le lendemain matin, on a la bouche pâteuse. Et donc, c'est lié à cette déshydratation de la muqueuse. Est-ce qu'éventuellement des huiles essentielles peuvent agir? Alors, les huiles essentielles, elles vont plutôt camoufler. Il y a un bain de bouche qui est très vieux, qui a été créé en 1755, l'eau de Boto, pour le roi Louis XV, et donc qui contient des huiles essentielles avec du clou de girofle et de la menthe poivrée, je crois. Claudie nous dit, est-ce qu'il y a un lien entre l'haleine et la santé globale? Oui, il peut y avoir un lien parce qu'il y a des haleines spécifiques en fonction de certaines pathologies. Les diabétiques ont une haleine dite de pomme verte. Si on a une insuffisance rénale, on a des odeurs plutôt ammoniaquées et dans les insuffisances hépatiques sévères, des odeurs de cadavre. Oh là là. D'une manière générale, quand même, il y a un lien entre la santé bucco-dentaire, l'haleine et la santé globale. Le message, c'est allez voir votre dentiste, même quand vous avez bonne haleine, finalement. Exactement, la consultation une fois par an. Eh bien, merci Christophe Lecard d'avoir répondu à toutes nos questions. Le gratte-langue, en un mot? Le gratte-langue à utiliser uniquement si on a un enduit qui recouvre blanc, qui recouvre la surface de la langue. Sinon, ce n'est pas nécessaire tous les jours d'utiliser le gratte-langue. Ah, je trouve ça un peu désagréable. Voilà, le réflexe nauséeux. Eh bien, merci beaucoup Christophe. Rime, merci beaucoup Gilbert, Clémentine, c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on reçoit le célèbre écrivain Franck Tilliez. Et nous aurons un reportage pour le moins exceptionnel. Nous sommes allés tester un nouveau sport avec l'équipe du MAC de la Santé. Rime, vous avez été brillante, vous verrez ça demain. Excellente journée sur France 5, ça vaut le détour. À demain.